Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est scénariste et réalisateur. Alors côté scénario, il a travaillé avec des grands noms du cinéma, Romain Gavras, Jacques Audiard, Michel Hazanavicius ou encore Tom McCarthy. Et il s'est fait un nom aussi dans le milieu de la série française avec Parlement, 3 saisons, bientôt 4 dans les coulisses des institutions européennes. À la réalisation, il a commencé presque comme tout le monde, par des courts-métrages, mais son premier long-métrage sort demain sur les écrans. Le dernier des Juifs s'empare d'un sujet brûlant, jamais abordé au cinéma, l'antisémitisme qui pousse les Juifs à quitter leur quartier de résidence. Bonjour Noé Debré. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. On est donc à la veille de la sortie de votre film, Noé Debré, Le Dernier des Juifs. On imagine que plein de questions se sont posées à vous, à votre équipe, aux distributeurs du film sur ce projet, notamment après le contexte actuel que l'on connaît, le déclenchement de la guerre entre Israël et Hamas après les massacres du 7 octobre dernier. Est-ce que vous vous êtes posé des questions telles que celle-ci ? Faut-il changer le titre de ce film ? Est-ce qu'il faut repousser la sortie du film ? Dans quel état d'esprit se sont déroulées ces dernières semaines ? Oui, on s'est posé à peu près toutes ces questions et quelques autres. Voilà, ouais, après le 7 octobre, effectivement, quelques jours après, les distributeurs nous ont appelés avec le producteur et, pour prendre un verre et en se demandant est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce qu'on maintient la date du 24 janvier ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et en réalité, on en a discuté pendant 2 heures, mais la conclusion était assez claire, c'est-à-dire en réalité, d'abord, si on repoussait la sortie, on attendait quoi ? Qu'il n'y ait plus d'antisémitisme. C'est quand même pas un super pari commercialement. Pareil, si on attend la paix au Proche-Orient. Et par ailleurs, on a quand même... Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que, comme vous le disiez, j'ai bossé sur pas mal de films, et on a rarement l'occasion de sentir qu'on a fait un film qui est pertinent au moment où il sort, en fait. Et moi, je me disais que c'était plutôt en faveur, enfin ça devrait être plutôt en faveur du film, dans le sens où le film, je crois qu'il est d'autant plus pertinent aujourd'hui. Et je pense que le cinéma peut servir à ça, en fait. Et vous devez, vous, assumer le fait qu'aujourd'hui, votre film résonne avec l'actualité, parce que vous avez commencé à l'écrire, on y reviendra, mais en 2021, bien avant, effectivement, les derniers développements. Mais ce n'est pas une question que d'actualité, ce sont des thématiques qui sont là depuis très longtemps. Ouais, c'est une histoire longue. En réalité, moi, quand j'ai commencé à bosser sur ce sujet en 2021, je me demandais si j'étais pas un peu en retard. Parce que ce que je décris dans le film, ça commence au début des années 2000. Enfin, la réalité, disons, sociologique que je décris. Et donc, oui, c'est vrai que après, c'était très curieux comme situation, parce que bon, la guerre au Proche-Orient a repris, on peut dire. Et moi, il y a eu l'explosion des nombres d'actes antisémites, qui d'ailleurs apparemment continuent au même rythme, mais on en parle moins là. Mais moi, j'étais le dernier étonné, puisque c'est un sujet que je m'étais un peu cogné pendant quelques temps. Alors, on va rentrer effectivement dans votre film. On suit donc l'histoire de Gisèle et de son fils Belisha, qui vivent dans une cité des régions parisiennes. Elle est persuadée qu'ils sont les derniers juifs de ce quartier, et elle est inquiète par l'antisémitisme et les actes qu'elle voit autour d'elle. Elle veut partir, déménager. Lui, il n'en a aucune envie et va tout faire pour essayer de rassurer sa mère. Les mecs, j'ai attrapé un juif qui est égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga ? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc ? Ils sont passés où, les Arabes ? Vous avez plus de poulet ? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon ? Mais on va aller où, nous, maintenant ? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. Oh, monsieur Belisha, c'est gentil de venir me voir. Mais je vous en prie. Tu veux pas me dire des trucs sales en hébreu ? Venu shalom aleichem. C'est trop joli. Il va y avoir la guerre, je te dis. Ah mince, c'est officiel, genre ? Non, mais tout le monde le sait déjà sur WhatsApp. Ça c'est parti comme une, ça. C'est quoi ce boucan ? Ça y est, ils ont raflé les Chinois ? De nombreuses personnes de la communauté israélite déménagent de notre ville. Il faut qu'on parte. Nous aimerions organiser une petite cérémonie. D'accord. Très bien, parfait. Quel jour vous arrangerez ? Toi aussi, il faut que tu partes. En tout cas, moi, j'ai pas peur. Donc toi aussi, c'est pas la peine d'avoir peur. C'est bien. Mais ça te fait une voix de canard. Mais oui,
Mais c'est comme ça le rap, moi j'aime bien. Noé Debré, votre film Le Dernier des Juifs, dont on vient d'entendre la bande-annonce, sort en salle demain avec Agnès Jaoui et Michael Zindel. C'est lui, vous dites, cet acteur qui joue Belisha, Michael Zindel, qui vous a autorisé en quelque sorte à faire ce film, à vous saisir de ce sujet difficile. Ouais, absolument. Quand j'ai eu l'idée de ce sujet, quand je me suis dit qu'il y avait un film à faire sur ce sujet, immédiatement j'ai eu un mouvement de recul parce que c'est un sujet dont on sait qu'il est périlleux. Et là, j'ai pensé à Michael. Et je me suis dit, Michael, avec sa présence au monde si poétique et puis sa présence comique, allait me permettre d'aborder de faire ce film en m'émancipant du sujet, hein, d'une certaine façon. Est-ce que le personnage qu'il joue, donc Ruben Belisha, qu'on appelle Belisha dans le film, il est très proche du comédien, parce qu'il a quelque chose, vous le décrivez comme un Chaplin, c'est une forme de clown, ce personnage. C'est lui qui nous fait rentrer effectivement dans ce quotidien de cette cité, dans ce quotidien de l'appartement entre ce fils et sa mère. Il a quelque chose de... C'est difficile de le décrire en fait. Mais je vais vous laisser faire d'ailleurs. Non, mais c'est terrible parce que je me suis aperçu, parce que maintenant, quand on me pose la question, en effet, c'est que c'est difficile pour moi parce qu'en fait, donc je me suis dit, ah tiens, si c'est Michael qui joue, alors qu'est-ce que ça donne? Et puis on avait déjà tourné 2 courts-métrages ensemble dans lesquels il avait des rôles secondaires, mais maintenant je connaissais comme ça sa voix, quoi. Et donc le personnage de Belisha est apparu et puis il a pris vie très vite, alors que souvent quand on écrit un film, on fait de la caractérisation de personnage, c'est-à-dire on se dit, ah tiens, mon personnage, vu ce que je veux raconter, il pourrait être comme ça, je sais pas quoi, on lui invente des caractéristiques, puis on les fait évoluer au fur et à mesure des versions de scénario. Et là, c'est l'inverse. Belisha était premier. Et ensuite, l'histoire est apparue, et puis je le mettais dans des situations, et je me disais, je le voyais faire. Alors je disais, ah tiens, maintenant il fait ça, là il fait ça, etc. Et ça, c'était un plaisir immense. C'est vraiment un personnage qui nous marque, parce qu'il a une forme de douceur. Il est un petit peu hors du monde en réalité. Alors il vit donc seul avec sa mère, il a une vingtaine d'années, je dirais, il a pas particulièrement de travail, il n'a pas le permis, il n'est pas vraiment inséré dans ce quartier véritablement, il va faire les courses pour sa mère qui elle est malade, il en prend soin. Et il décide, un peu comme, j'allais dire un bâton de pèlerin, mais en tout cas de s'opposer à sa mère sur cette idée du départ. Lui, il ne veut pas partir, et il va tout faire pour lui faire croire que tout de même, il prépare ce départ. Ouais, c'est ça, il ment. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi un peu un menteur pathologique, Belisha. Et donc, il ment, et puis il ment moitié par... comme ça, par inconséquence, moitié quand ça l'arrange aussi. Et donc, il fait croire à sa mère, mais comme il lui fait croire tout un tas de trucs, que ça y est, quoi, il prépare le départ et que là, c'est vraiment imminent. Et comme ça, il s'enferme aussi dans un mensonge. Ouais, c'est vraiment spécial. C'est pour ça que je reviens toujours à Chaplin, parce qu'il y a ce truc du personnage de Charlot. Moi, j'ai le sentiment que Belisha, je pourrais l'avoir mis dans plein d'autres films. On pourrait faire Belisha comme les Martines, quoi. Belisha à la plage, Belisha au sport d'hiver. Ça marcherait. Il y aurait un film, quoi, qui apparaîtrait. Quel est le film que vous ne vouliez absolument pas faire, Noé Debré? J'avais peur de faire un film identitaire. C'est-à-dire sur la communauté juive, sur l'identité juive? En fait, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui qui se font à l'intérieur d'un paradigme identitaire. C'est-à-dire les réalisateurs ou les réalisatrices veulent dire nous quand ils font des films. Et moi, c'est un peu un truc qui m'exaspère. Et donc, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire un film qui exalte une identité ou qui d'une certaine façon, je sais pas, cherche à ouais, je ne saurais pas comment dire mieux que exalter. Porte-parole. Ouais, c'est ça. En fait, mais et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on s'est rencontré avec Agnès. Je pense que elle aussi, c'était avec Agnès Jaoui, c'est que je pense que elle aussi, c'était une inquiétude. Et d'ailleurs, quand je lui ai écrit une lettre, quand je la connaissais pas, donc j'ai envoyé mon scénario, j'ai écrit une lettre et je lui ai dit vraiment, je suis désolé. Je voulais pas faire de film sur les Juifs. Pardon. J'ai pas le choix, là, j'ai pas pu m'en empêcher, mais voilà. Et donc j'avais peur de ça, j'avais peur de cette espèce qu'il y ait un malentendu. Et de faire aussi une thèse, c'est-à-dire vraiment de vous dire, ce que vous avez parlé de personnages avec des caractérisations, ce qui veut dire que chacun aurait dû avoir une certaine parole, une certaine idée du monde. Donc vous vouliez éviter, en fait, vous avez pris un sujet
en évitant de faire un sujet. Je dirais que le sujet est devenu le contexte. C'est-à-dire, ce truc de l'antisémitisme en banlieue, c'est le contexte du film, c'est comme son décor. Pour moi, le sujet du film, enfin, ce dont ça traite, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre sans sa mère. Et une fois que je comprends ça, mais ça, pour le coup, je le comprends très vite. Et une des références qui me vient aussi très tôt, c'est L'Arabe du futur, la BD de Riyad Sattouf. D'abord parce que Michael a une espèce de quelque chose qu'il a l'air de sortir d'une BD de Riyad Sattouf, c'est très, très curieux. Et ensuite parce que j'aimais beaucoup la façon dont justement Riyad Sattouf dans L'Arabe du futur parle de la grande histoire, parle de sujets extrêmement compliqués, mais il le traite toujours de l'intérieur. Par ses personnages et espèce de leurs petites préoccupations triviales du quotidien au milieu de tout ça. Et ça, je trouve ça très touchant. Pas identitaire, pas victimaire non plus. Et là, je pense à la violence. On pourrait imaginer effectivement que c'est la violence que Gisèle craint et qui veut la faire partir. Mais on n'a pas de violence physique crue. Vous nous montrez pas des agressions, vous nous montrez pas des insultes. Elle est disséminée, elle est là, elle est insinuée, elle est présente. Pourquoi ce choix ? C'est un peu curieux. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois, je me suis dit, enfin voilà, je me retrouvais confronté à l'idée, est-ce que maintenant j'écris une scène où il se fait agresser ? Qu'est-ce qui se passerait s'il se faisait agresser ? Il y avait deux choses. Je pouvais traiter l'agression justement sur un mode chaplinien, sur un mode clown. Comme ça arrive tout le temps dans les films de Chaplin, on voit ça dans le Dictateur évidemment. Mais j'étais pas sûr d'être capable de mettre en scène ça, si je suis tout à fait sincère avec vous. Et l'autre chose, il y avait quelque chose qui me retenait sur la question de la violence et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était et ça m'est venu assez récemment en fait, où je crois qu'en fait, quoi qu'on fasse, le cinéma glorifie toujours la violence. La violence, quand elle est montrée au cinéma, est toujours glorifiée. Et en fait, les films qui prétendent dénoncer la violence en la montrant, je crois, soit sont inopérants, soit sont hypocrites. Et moi, j'ai pas de problème à mettre de la violence au cinéma. J'ai écrit plein de films super violents. Ça me va. Mais ce que je veux pas, c'est ce que je trouve hypocrite, c'est de faire croire qu'on la dénonce en la montrant. Alors qu'en fait, on la glorifie. Et donc, ça m'a fait reculer. Ensuite, je pense que la violence antisémite, elle apparaît dans le film par d'autres mises en situation. Et c'est marrant d'ailleurs parce que il y a quand même beaucoup de gens, quand ils voient le film, qui me disent « Ah, là, il y a des scènes qui sont quand même très brutales. » Alors qu'en fait, elles le sont, mais d'une façon qui est purement pas symbolique, mais qui nous apparaissent comme brutales sans que la violence soit physique, quoi. On entend dans la bande-annonce, alors il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup des phrases effectivement qui reposent sur des clichés et qui sont tournées en dérision, qui sont désamorcées aussi par les deux personnages, notamment Belisha et par Gisèle, sa mère, qui elle aussi est un sacré personnage, si on peut dire. C'est le personnage d'une mère juive, mais beaucoup plus complexe et beaucoup plus ambigu que ce qu'on peut imaginer. Elle aussi, elle tient parfois des propos racistes, mais on est toujours effectivement dans une forme de pirouette où elle se fait reprendre en quelque sorte par ce qu'elle pense elle-même, parce qu'elle est pleine de contradictions. Et on l'a entendu aussi dans la bande-annonce, il y a un moment donné où il y a une rupture entre cet humour, ce côté un peu badin, ce côté un peu poétique et drôle, et après, on tombe dans cette émotion de cette relation entre une mère et son fils. Ouais, c'est ça. Effectivement, je trouve la bande-annonce rend bien compte, pour une fois. Souvent, elle est très bonne. Ouais, les réalisateurs sont horrifiés par la bande-annonce de leur film, et moi, j'en suis très heureux, comme de l'affiche d'ailleurs. Donc, je me sens très chanceux de ce point de vue-là. Et oui, il y a deux moments. Et après, moi, ce que j'aime bien faire par ailleurs, c'est que même dans les scènes où il y a de l'émotion, j'aime bien quand il y a des ruptures comiques. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, le vrai sujet, c'est celui-là. C'est celui du départ de la mère, en fait. Et qu'est-ce que vous vouliez dire, justement, sur cette relation qui soit pas juste un lien culturel, parce que vous l'avez dit, vous voulez pas être le porte-voix, porte-parole d'une identité, d'une communauté. Qu'est-ce qu'il avait c'est difficile de dire qu'est-ce que vous voulez dire sur la relation mère-fils, mais... En fait, je répondrais différemment. C'est-à-dire que si je savais vous résumer ce que je voulais dire, je pense que j'aurais pas eu besoin de faire le film. C'est ça. C'est-à-dire que le film, il me sert à articuler quelque chose et j'espère que le film est plus intelligent que moi de ce point de vue-là. Mais je sens que l'émotion que provoque le film, là où on arrive,
Et ce qui est dit aussi sur la peur, qui sont des choses qui m'ont été dites, parce que donc le film est quand même très documenté. Tout ce qu'il y a dans le film sont des choses qu'on m'a racontées, puis que j'ai articulées sous forme de scénario. Et il y a des choses qu'on m'a dites que j'ai trouvées lumineuses. J'ai l'impression que le film porte le discours que j'ai envie de porter, mais à l'intérieur d'un film de cinéma. Mais sur cette relation-là, vous vouliez dire des choses lumineuses sur le contexte dont vous parliez, l'antisémitisme dans les quartiers, ou sur vraiment cette relation entre une mère et son fils? Je pense qu'il y a quelque chose sur... en fait, c'est lié. Ça veut dire que ce qui se passe à l'intérieur de cette relation entre cette mère et son fils, c'est qu'en fait, elle est convaincue que son fils, il n'est pas capable d'être dans le monde sans elle. Et je pense que c'est une émotion de parent qui est très commune. Et qu'en fait, lui dit, mais en fait, si je suis capable d'être dans le monde sans toi, tu peux partir. C'est ça l'émotion à laquelle on arrive. Et je pense que là, effectivement, se joue quelque chose de très profond. Et la raison, après, à l'intérieur de la métaphore du film, ce qui fait qu'elle croit qu'il n'est pas capable d'être sans elle, c'est l'antisémitisme. Mais quelque part... cette émotion-là, le fait de vivre dans un monde tourmenté, et je pense que il l'est pour tout le monde et il l'est de plus en plus, c'est quelque chose que tout le monde peut reconnaître. Moi, je fais beaucoup de films de genre, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le genre, c'est démocratique. Tout le monde peut monter dans le train. Il y a un truc, voilà, c'est simple. On va réduire les enjeux à quelque chose de simple, à des problèmes de territoire, d'argent. Et puis, parce qu'il y a des héros. De créer des héros, de leur donner une silhouette, de leur donner, et puis de trouver comment est-ce que moi, spectateur, je vais pouvoir m'accrocher à ces gens. Ça c'est vraiment intéressant. Et c'est souvent un point commun d'ailleurs entre des fois on se retourne un peu sur les trucs qu'on a fait. D'abord, c'est ces idées de destin simple, de gens simples qui vont avoir des destins extraordinaire. Vous voyez que ce soit un prophète, chez les cow-boys, c'est exactement ça. Et puis un autre truc, je ne sais pas comment je vous l'explique, mais très souvent, voilà, c'est des films français, mais il y a une partie, il y a des gens qui vont parler d'autres langues. Va y avoir un prophète, voilà, ça va être le corse ou l'arabe. Chez moi, ça va être, je sais pas quoi, on va parler d'autres langues. Et ou Dipan, voilà, c'est un film en tamoul. Mais c'est un film très français, c'est un film très d'aujourd'hui. Et puis voilà, et parce que justement, peut-être parce qu'il est d'aujourd'hui, il y a une partie en sous-titres. La voix du scénariste Thomas Bidguin, c'était le 24 novembre 2015 dans l'émission Ping Pong sur France Culture. Et le sourire tout le long de cette archive de notre invité Noé Debré. Il faudra expliquer aux auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, qui est pour vous Thomas Bidguin. Donc c'est un scénariste et c'est une sorte de mentor. Pour vous, lui, il dit que vous êtes son padawan. Quelle est cette relation et comment elle s'est nouée ? En fait, quand j'avais 20 ans, moi je savais que je voulais être scénariste. J'ai su que je voulais être scénariste très tôt quand j'étais au lycée. Mais en même temps, c'était quelque chose qui provoquait une grande anxiété chez moi parce que je connaissais rien au cinéma et rien ni personne. Et donc je suis venu à Paris, je suis monté à la capitale. Et puis, comme ça, en étudiant ce qu'était le métier de scénariste, en essayant de comprendre en quoi ça consistait, je me suis dit que c'était en fait comme un artisanat. Puis je pense que c'était aussi une façon de me rassurer sur mes chances d'y parvenir. Et un jour, j'ai vu Thomas Bidguin parler avec cette éloquence qu'on a juste entendue. Et je suis allé lui parler à la fin de sa conférence. Il m'a gentiment donné son mail et je lui ai écrit un mail en disant voilà... je pense qu'écrire, que métier de scénariste, c'est un métier d'artisan. Donc, si vous cherchez un apprenti, moi, j'ai envie d'apprendre. Et l'idée lui a plu. On s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Et je suis effectivement devenu son apprenti en quelque sorte. Et voilà, et on a commencé à écrire ensemble. Vous vouliez être scénariste et pas réalisateur. Est-ce que c'était une forme de fausse modestie ou est-ce que c'était une vraie vision ou une vraie modestie du cinéma pour vous? Le cinéma pour vous, c'était d'abord écrire les histoires, les dialogues, plutôt que de réaliser. Ouais, je pense que c'est le mélange de plein de choses. Je pense qu'il y avait effectivement une forme de timidité dans le sens où pour moi, scénariste, ça me semblait... J'ai l'impression que réalisateur, c'était un fantasme. Dire je vais devenir réalisateur, il y a quelque chose comme ça. Le réalisateur, surtout en France, le réalisateur est tout puissant, quoi. C'est vraiment l'artiste démiurge par excellence. Et donc je crois que ça m'effrayait un peu. Je pense aussi que j'ai toujours beaucoup lu et j'avais une appétence pour l'écrit. Et donc je me disais bon ben voilà, vu que je lis beaucoup, ben peut-être que je saurais écrire.
Et puis par ailleurs, c'est vrai que j'aimais bien le cinéma qui m'a donné envie de faire les films qui m'ont donné envie de faire du cinéma étaient plutôt des films de l'écrit. C'était les films de l'écrit. C'est pas seulement, mais en tout cas des films qu'on salue aussi pour leur scénario. Il y avait les films des frères Cohen, il y avait Carnet-Prévert, il y avait je sais pas quoi, Mankiewicz. Il y avait toujours quand même vraiment quelque chose autour du scénario. Donc voilà, j'ai pris cette décision et puis comme on prend les décisions à 15 ans, quoi, je m'y suis tenu. Et d'ailleurs, vous faites d'abord une école de cinéma et en parallèle des études de lettres classiques parce que à ce moment-là encore, vous ne savez pas où vous voulez aller ou parce que vous vous dites véritablement que c'est lié, que votre passion du cinéma, votre façon de faire du cinéma, ce sera en mêlant les deux. Ouais, les lettres classiques, je pense qu'à l'époque, j'ai aussi... D'abord, j'ai un peu comme ça un truc je me dis, c'est le moment où je peux faire des études, quand même. Et, avant de devoir travailler. Ouais, exactement. Et puis j'avais comme ça un peu cette idée, voilà, les lettres classiques, c'est Aristote, c'est la poétique, c'est de là que ça vient, c'est les Grecs qui ont inventé le théâtre, enfin, des trucs très abstraits. D'avoir les outils, quoi. Les ouais, outils théoriques. je m'étais dit, tiens, c'est là où je vais comprendre des choses qui vont m'aider. Et puis concrètement, je faisais surtout du grec et du latin, mais ce que j'aimais beaucoup. Mais par ailleurs, c'est vrai que j'ai fait des lettres classiques, mais j'ai fait un parcours un peu spécial qui s'appelle Culture antique et monde contemporain, qui est un parcours spécifique à la Sorbonne, à Paris 4, que je recommande à tout le monde, à tous les jeunes gens qui nous entendent. Et qui justement cherche à ramener la culture antique vers des enjeux contemporains. Et ça a été un lieu d'épanouissement intellectuel incroyable. Mais vous avez parlé de la poétique d'Aristote. On est d'accord que dans ce texte où il dit quand même comment devrait être écrit un bon texte, en tout cas une bonne tragédie et une bonne comédie, on est d'accord qu'en fait, là pour le coup, il y a peu de résonance avec ce qu'on fait aujourd'hui ? Ou pas du tout ? Justement, il y a vraiment un lien. Sur la tragédie, c'est une grande question. Il y a un livre de George Steiner, je crois, qui parle de la mort de la tragédie, je crois que ça s'appelle, et qui, lui, part du principe qu'en fait, à partir du moment où on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus au destin, la tragédie n'a plus de sens pour nous. Et en fait, ce qu'on fait tous, c'est du mélodrame. Et je suis assez d'accord. En fait, je suis d'accord avec George Steiner. C'est-à-dire que j'ai lu George Steiner et puis ça m'a semblé vraiment un truc intéressant à répéter sur France Culture. Ah oui, mais vous avez raison, c'est le lieu. Mais vous pensez que c'est impossible de faire une tragédie aujourd'hui, en fait, que ça a moins de sens? Je pense que ce qu'Aristote appelle la tragédie, je pense que nous, c'est complètement incompréhensible pour nous, en fait. Et je pense que nous, aujourd'hui, on qualifie de tragédie ou de tragique des choses qui, en fait, ne le sont pas selon ces règles-là. Mais voilà, ça a pris un autre sens. Et sur la comédie? Et sur la comédie, alors là, j'avoue que je me souviens plus très bien de ce que raconte Aristote. Mais du coup, je sais pas trop quoi vous répondre. Bah rien. Ouais, c'est ça. Sur la comédie, on va y venir parce que vous avez effectivement un rapport à l'humour qui est particulier. Mais d'abord sur le scénario, je voulais quand même qu'on revienne sur cette façon de travailler que vous avez pour écrire un scénario. Parce que c'est vrai, on cite très banalement le réalisateur quand on parle d'un film en général et très peu les scénaristes. Et vous en avez dit un mot tout à l'heure concernant Le Dernier des Juifs. Il y a tout un travail de rencontre. Vous avez fait un travail de terrain, rencontrer des gens, les écouter, vous documenter aussi beaucoup. Ça commence véritablement par ça, une fois qu'on a trouvé l'idée, j'imagine, mais le travail de scénariste? Ouais, c'est vrai que moi, et je pense que ça vient aussi d'avoir vu Thomas et Jacques Audiard travailler, il y a une chose qui est pour moi évidente, et c'est que ce qu'on trouve dans le réel est toujours beaucoup plus surprenant et intéressant que ce qu'on peut inventer. Parce que fondamentalement, notre imagination, on l'a construite en regardant des films et en lisant des livres, et en fait, c'est beaucoup de clichés. Et en fait, le réel est toujours riche de sens. Et donc c'est... Ouais, ça c'est un peu comment j'ai appris à faire les choses, c'est-à-dire qu'on va dans le réel, on parle aux gens, et puis on écoute ce qu'ils ont à nous dire, et ensuite on se demande comment en faire du cinéma. Mais scénariste, c'est pas simplement écrire l'histoire. Ça, c'est vraiment pareil, un truc qui vient de Thomas. C'est écrire des films. Ça veut dire, c'est essayer de se dire comment est-ce que ce qu'il y a sur la page, ça va générer des images, ça va faire progresser la forme. Pourquoi est-ce que le cinéma est l'endroit pour raconter cette histoire, et comment les outils du cinéma vont nous permettre de la raconter. Et c'est pas simplement faire fonctionner 3 actes avec un objectif et un personnage, quoi.
Et il y a aussi les dialogues, bien sûr. Et dans votre recherche, dans votre travail de terrain pour le dernier des Juifs, ce premier film, il y a aussi toutes ces punchlines qu'on a entendues dans la bande-annonce tout à l'heure. Mais ça, c'est véritablement presque un travail... je sais pas si sociologique, mais il y a des choses que vous n'auriez pas osé dire, pas osé imaginer, et qui sont dites dans le film. Je pense par exemple à la petite amie, si on peut dire, de Belisha, qui lui dit si vous partez, c'est maintenant que va naître l'antisémitisme, parce qu'il y aura plus de juifs dans notre quartier. Absolument. Ça, c'est un truc que j'ai entendu, qu'on m'a raconté. Un voisin lui avait dit ça, quoi. Faut pas partir, sinon c'est là que les gens vont devenir vraiment racistes, qu'il n'y aura plus de juifs. Et effectivement, tout est dit, quoi. Et il y a quelques moments comme ça dans les entretiens que j'ai faits où les gens, fondamentalement, disent une vérité anthropologique extraordinaire, quoi, et vous la livrent. Et ça, je me suis empressé de le recycler dans mon film en me l'appropriant sournoisement. Alors il y a, puisque vous avez de l'humour aussi dans votre travail, Noé Debré, et notamment cette collaboration avec l'humoriste Blanche Gardin. C'était en 2017 d'abord avec Problemos, et puis en 2021 ensuite. Il y a aussi dans votre univers de travail, on a dit la lecture, on a dit ces rencontres, cette façon de se documenter, et il y a le théâtre. Qu'est-ce que la rencontre avec Blanche Gardin, humoriste, seule en scène, qui interprète des personnages et des situations sur scène, vous apporte aussi dans votre façon de construire un film, d'écrire une histoire et d'imaginer des personnages? Je pense que... Alors après, je veux pas diminuer, parce que Blanche, c'est une extraordinaire humoriste, et puis en même temps, c'est une très très bonne scénariste, etc. Donc je veux pas l'essentialiser dans un rôle, mais je pense qu'avec Blanche, j'ai beaucoup appris sur la comédie, sur la part d'improvisation quand on écrit une comédie, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'improvisation au plateau, je parle vraiment de l'improvisation on est devant sa feuille et puis on est en train d'écrire un scénario et en fait on se laisse porter par le rythme d'un dialogue qu'on entend. Et qu'on écrit en l'entendant, quoi, dans notre tête, ou quand on coécrit, c'est encore plus agréable. On le joue et puis voilà, la scène apparaît. Et cette part d'improvisation, le fait de se mettre dans cet état qui permet ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment fait l'expérience de façon puissante avec Blanche. Et c'est vrai que par ailleurs, enfin concomitamment, je me suis mis à aller beaucoup au théâtre parce que je voyais des pièces dont j'ai compris qu'elles étaient écrites en improvisation au plateau, ce que font beaucoup des jeunes troupes dans le théâtre public. Donc ils se réunissent, et puis pour moi c'est très mystérieux, c'est vraiment un truc qui me fascine. Ils se réunissent, je sais pas quoi, ils vont 3 mois à la campagne. Sylvain Creusevaux notamment, donc on a reçu voilà. ici. Ah ouais, je suis fan. Enfin en fait mon premier, la gifle que je me suis prise, c'est j'ai vu Le Capital et son singe, qui était une pièce de Sylvain Creusevaux, et je voyais ça et j'étais sidéré de comment est-ce qu'en fait on arrivait à ce degré d'intelligence dans le rapport entre un comédien et son personnage. Et tout ce qui surgissait était vraiment génial, et je savais que ça, je pouvais pas l'écrire. Je pouvais pas l'écrire comme ça, en tout cas. Ça s'écrit pas, en fait. Ça s'écrit pas, ça se joue, je sais pas quoi, ça s'interprète, j'en sais rien. Et en fait, évidemment, avec Creusevaux, c'est pas le seul. Il y a Pomera, il y a HH, voilà. Il y en a pas mal. Et Cyril Test et tout ça, et donc je suis allé les voir tous, et puis après je prenais des cafés avec leurs comédiens quand j'arrivais à gratter leurs mails, parce que je voulais qu'ils me racontent, quoi, mais comment ça se passe, alors vous êtes au plateau, mais qui dit quoi, pourquoi, comment, et ensuite j'ai fait un court-métrage qui était pour moi une expérimentation de cette méthode, que j'ai fait entre autres avec Vincent Macaigne, qui lui-même vient pas mal de là, et là Vincent m'a expliqué en fait ce que c'est que l'improvisation. Alors ? Et ben en fait, ce que j'ai découvert... Leçon. Et ça, c'était la leçon de Vincent. Après avoir donné les leçons de Thomas, non, je vous livre les leçons de Vincent Macaigne. Je devrais faire un livre là-dessus. Et en fait, Vincent m'explique que il faut pas improviser, qu'on a une idée fausse sur l'improvisation, c'est qu'on pense qu'en fait, l'improvisation, c'est comme pour les rappeurs. Les rappeurs, ils trouvent des punchlines, ils improvisent et tout ça, et puis ils trouvent comme ça, ils machinent, ils débitent des punchlines. Et il dit, l'improvisation, ça sert pas à trouver le texte, ça sert à trouver le personnage. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, on passe du temps à répéter des scènes, et c'est pas là en essayant de se dire on va collecter la sève, l'huile essentielle, quoi, de ce truc, et ça va nous permettre de réécrire la scène, etc. Ce qui est un fantasme, je pense, de pas mal de jeunes réalisateurs. Non, ce qui va se passer, c'est que les acteurs, en jouant entre eux, en improvisant, vont trouver leur personnage, vont trouver en fait leur dynamique, et on va pouvoir rejouer exactement la même scène
mais fort de ça. Et ça va prendre une toute autre dimension. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est jamais le texte, c'est toujours l'acteur. Et c'est pour ça, dans le film, moi, c'était très important que tous les acteurs, que je trouve tous les acteurs drôles quand j'ai distribué les rôles du film. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. 1 minute 30 Ouais, et ils disent qu'il faut récapituler tous les aspects de la proposition Mais c'est législative. beaucoup trop long. Qu'est-ce que je vais raconter pendant 1 minute 30 1 minute et 30 secondes. Ouais, on va trouver des solutions. Je suis sûr qu'il y a un site qui nous file des discours. Michel, ça va? Michel? Voilà. Ça, c'est même pas 10 secondes. Hein. Même pas 10 secondes. Alors, 1 minute 30, bonjour. Ok, je sais. On peut saluer tout le monde pour gagner un peu de temps. Oh, c'est une bonne idée. Ouais? Les chypriotes font toujours ça. Ok. Ça prend un temps fou. Chronométré. Ouais, bien sûr. Hop. C'est bon? Ouais, c'est bon. Prêt? Oui. Allez, go. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants du comité des régions. Combien ça fait là? 21 secondes. Ouais. Oh là là. Extrait du 2e épisode de la première saison de la série Parlement que vous avez créée et coécrite, Noé Debré. Un peu de contexte pour l'histoire. On suit Samy, interprété par Xavier Lacaille, qui est assez époustouflant, qui débarque à Bruxelles au lendemain du Brexit, et il devient jeune assistant parlementaire du député qu'on découvre dans cet extrait. Il connaît pas grand-chose aux institutions européennes et il essaye de s'en sortir avec ses atouts, c'est-à-dire son charme et son bagou en quelque sorte. Ça a été un projet très difficile à vendre, si on peut utiliser ce terme, un projet sur les institutions européennes au cœur de cette machine-là, et on est tout de même à la 3e saison diffusée depuis avril 2020, et la 4e est en tournage bientôt dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça veut dire que vous l'avez écrite là, la 4e? La 4e, elle est écrite, et là, l'équipe est en train de la préparer à l'heure où on parle. Comment vous expliquez ce succès, malgré les difficultés? Comment je m'excite? Je pense que Xavier Lacaille y est pour beaucoup. Comme ça fait une bonne transition avec ce dont on parlait avant, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire des choses drôles, il faut des acteurs et des actrices drôles. Et sur Parlement, on n'en manque pas. Donc il y a ça. Et puis je pense aussi que il y a aussi très platement, c'est que la série est vraiment coproduite à 50% par l'Allemagne, donc on a de l'argent allemand, de l'argent français, on coûte pas trop cher à personne dans l'histoire. Ça en fait pas un succès. L'humour allemand, oui. je suis pas. Non, mais ça fait que c'est plus facile à reconduire d'une saison à l'autre quand même. D'accord. Et je pense aussi que non, simplement le sujet effraie, mais suscite aussi la curiosité. Ça veut dire que il y a quelque chose d'extrêmement plaisant à faire une série au Parlement européen, c'est que personne n'y est jamais allé. Donc en fait, il suffit de, entre guillemets, poser sa caméra n'importe où et les situations et les scènes surgissent. C'est vraiment l'inverse que de faire une série dans un commissariat de police. La politique, c'est peut-être aussi le thème qui aide aussi au succès de cette série. La politique, c'est un thème qui intéresse. On a vu des séries en France importantes, je pense au Baron Noir notamment, qui ont intéressé, qui ont mobilisé les spectateurs. Mais là, on est tout de même dans une politique qui est très éloignée de nous. Alors comment est-ce que vous arrivez-vous à nous rapprocher de ce thème? Est-ce que c'est justement par l'humour? C'est la façon de rendre accessibles des sujets qui sont difficiles? En plus, je précisais, je pense qu'elle est éloignée à plusieurs titres, la série. D'abord parce que ça parle de politique européenne, qui est effectivement pas non plus le cheval de course dans l'intérêt des Français. Oui, c'est pas la présidentielle française. Non, et par ailleurs, il y a beaucoup des séries politiques en général parlent notamment des modalités de conquête du pouvoir. Au fond, c'est ça qui plaît, c'est le côté épique, dramatique. C'est Baron Noir, justement. Voilà, Baron Noir, ou je sais pas quoi, ou les séries américaines, c'est beaucoup ça aussi, House of Cards et tout ça. Alors que Parlement, on s'intéresse au processus législatif, d'écriture de la loi, ce qui est quand même extrêmement pénible. Et pourtant, mais après, parce que c'est une série comique, c'est de la comédie de bureau, comme on dit, quand même beaucoup.
Et oui, je pense qu'il y aurait une série dramatique à faire dans les institutions européennes. C'est vrai que il y a quelque chose aussi, c'est que il y a beaucoup de préjugés négatifs sur la politique européenne qui circulent. D'ailleurs, en ce moment, on en entend beaucoup à la radio et tout ça, je m'en rends compte. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de donner un visage à ces gens. Parce qu'on parle des technocrates, des gens à Bruxelles qui ourdissent comme ça des complots contre la France. Et en fait, quand on y va, non, c'est des gens qui essayent en plus de faire leur métier, je trouve, avec pas mal d'ingénuité quand on compare à la politique ici, je trouve. Et la comédie, pour moi, c'est ça, c'est l'endroit où on donne un visage aux gens, comme ça, on révèle leur humanité. Est-ce que vous avez vu un parallèle, Noé Debré, entre l'écriture de la loi et l'écriture d'un scénario? Non, avec l'écriture de la loi, très sincèrement, non. Par contre, l'écriture du récit politique, oui. Enfin, mais ça a été dit 1000 fois, je sais pas quoi, l'impact du storytelling sur la façon dont les politiques se racontent et comment est-ce que, voilà. La manière dont on scénarise un événement. On parle de séquences, d'ailleurs, séquences politiques. Absolument. Il y a une espèce de pollution de la politique par le vocabulaire scénaristique. Ça, je le vois. En tout cas, je l'entends. Après, je sais pas si c'est vrai ou si c'est un fantasme de l'époque, très sincèrement. On peut découvrir, Noé Debré, votre série Parlement. Les 3 premières saisons, c'est sur France.tv, la plateforme de France Télévisions. Et la 4e saison, on sait quand elle sortira ou pas encore? Je pense à la rentrée prochaine, c'est-à-dire septembre. Au mois de septembre prochain, je signale et je rappelle bien sûr votre venue dans les Midis de Culture pour nous parler de votre premier long métrage qui sort demain dans les salles, Le Dernier des Juifs. C'est avec Agnès Jaoui et Michael Zindel, Zolala, Bouloudnine et Eva Huot. Solal, pardon, il y a une faute d'orthographe, pardonnez-moi. Solal. Mais c'est bien aussi, voilà, je pense que c'est lui. Il faut citer tout le monde. Pour finir, Noé Debré, nous avons choisi 2 chansons en référence au titre de votre film. Alors, une chanson avec le mot dernier ou une chanson avec le mot juif, laquelle des deux souhaitez-vous écouter? Dernier. Le dernier baiser, on l'ignore encore, pourtant c'est le dernier baiser. Le dernier accord sur une guitare brisée. Le point d'orgue au milieu d'un chef-d'œuvre inachevé. Le dernier baiser, c'est la barque qui chavire en plein cœur de juillet. Sur un étang calme et plat comme nos destinées. C'est la fleur qui tombe morte avant d'être fanée. Mes lèvres baisent et rebaissent encore des lettres déchirées, comme des petits bouts de ton corps que j'ai tellement aimé. Des pleurs immobiles coulent inutiles de mes yeux à mes lèvres. Le dernier baiser, il me trouble encore et pourtant c'était le dernier. L'automne est au bord du dernier soleil de l'été. Le dernier baiser d'Annie Girardot. Merci beaucoup Noé Debré. Merci à vous d'être venu dans les Midis de Culture. Votre film sort demain, donc une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Seine. Un grand merci à toute l'équipe, ainsi qu'à Nicolas Berger qui la réalise, et à la prise de son ce midi, c'est Ludovic Augier. Il me reste à remercier Géraldine. À demain Géraldine. À demain Nicolas.